Je m'appelle Léa. J'ai 26 ans. Et si je devais résumer ma famille en une seule phrase, ce serait « l'image compte plus que l'intégrité ». Ça semble dramatique, je sais, mais si vous avez déjà eu une mère qui se souciait plus de ce que pensaient les voisins que de votre santé mentale, ou une sœur qui ne pouvait jamais rien faire de mal même en faisant tout de mal, vous comprendriez. Ma famille n'est pas exactement maltraitante. Ils sont juste dans la performance. Sourires impeccables, mots soigneusement choisis, carte de vœux qui semble sortie d'un catalogue de Noël parfait, mais gratté juste un peu sous la surface, et tout n'est qu'ego, jugement et apparence. J'ai toujours été l'intruse. J'étais l'enfant silencieuse avec la tête pleine d'idées, plus à l'aise à créer des sites web ou à bidouiller des scripts en Python qu'à socialiser lors du déjeuner dominical. J'ai obtenu une bourse d'excellence pour une grande école d'ingénieurs en informatique et j'ai passé 4 ans à travailler discrètement sur un projet personnel dont je n'ai jamais parlé à personne. Pour faire court, ce projet a explosé après mon diplôme. Pensez contrat de licence de logiciel, une sortie modeste, des investissements corrects. Rien de fou. Ni yacht ni Porsche, mais assez pour que je puisse travailler en freelance quand je voulais, voyager un peu, et vivre bien en dehors des radars, et c'est exactement comme ça que j'aimais les choses. Ma famille, cependant, supposait que j'essayais encore de trouver ma voie. Ma mère laissait tomber des commentaires comme « Tu trouveras bientôt ta vocation ». Même après que j'ai acheté une maison cash. Ma sœur, ne me lancez pas sur le sujet. Elle s'appelle Chloé, 28 ans, ancienne reine de beauté locale, a fait une école de communication et a épousé son amour de fac à 23 ans. Quand ce mariage s'est effondré l'année dernière, quelque chose à propos de « différence d'ambition irréconciliable », selon ses propres mots, elle est revenue vivre à la maison pendant un certain temps. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Soudain, Chloé était ce tourbillon de réinvention de soi. Nouvelle coiffure, nouvelle garde-robe, nouvelle esthétique Instagram, et finalement un nouveau petit ami. Il s'appelait Hugo, parce que bien sûr que oui. Il avait la tête de quelqu'un qui s'appellerait Hugo. Grand, bronzé, barbe taillée au millimètre. Il utilise probablement l'expression « énergie alpha » sans ironie. Mais voici le clou du spectacle. Ma famille l'adorait. Ma mère s'extasiait sur lui comme si elle passait une audition pour devenir son attachée de presse. Il a beaucoup de succès dans la finance, disait-elle un soir en sirotant son vin, comme si elle comprenait ce que cela signifiait. Mon père, qui d'habitude ne s'implique pas, hochait simplement la tête et ajoutait « Il a de la prestance ». Je l'ai rencontré brièvement une fois chez mes parents. Juste une poignée de main et un truc du genre « Salut toi », la forme, mais j'ai gardé mes distances. Quelque chose chez lui ne me revenait pas. Trop lisse, trop préparé. Et la façon dont Chloé le regardait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la performance, comme si elle voulait que nous la voyions tous passer au niveau supérieur. J'ai gardé ma bouche fermée, souri poliment, et suis rentré chez moi. Je pensais qu'il finirait par disparaître, comme tous ses autres projets passion. J'avais tort. Il y a une semaine, j'ai reçu un texto de ma mère. Dîner de famille dimanche à 18h. Sois là. Chloé amène Hugo. Pas d'émoji. Pas de s'il te plaît. Juste un ordre. Typique. J'ai pensé à ne pas y aller. Ce n'est pas comme si ma présence allait manquer, mais quelque chose dans sa façon de le formuler m'a agacé. Comme si ce n'était pas une demande, mais une obligation. Comme si mon rôle était de me présenter, de sourire, et de les laisser se sentir bien dans leur peau de famille parfaite. Contre toute attente, j'y suis allée. Le dimanche est arrivé et je me suis pointée avec 10 minutes de retard, juste pour perturber l'ambiance. Ma mère a ouvert la porte, le rouge à lèvres parfait, et m'a lancé un regard comme si je venais d'entrer vêtue de haillons. Léa, soupira-t-elle. On allait commencer. Pas de bise, pas de bonjour. J'ai juste hoché la tête et suis entrée. La table était déjà mise. Verre en cristal, serviette en tissu, le rôti signature de ma mère, toujours un peu trop cuit, et tout le monde était assis. Papa en bout de table sirotant son whisky. Chloé sur son 31. Et puis Hugo, affalé comme s'il était chez lui. Yo, ça va, ma belle, dit-il avec ce sourire suffisant.
C'est sympa de ta part de finalement te montrer. J'ai souri du bout des lèvres. Les bouchons. Il a reniflé. Ah ouais, dans cette ville. Ma mère s'est raclé la gorge et m'a fait signe de m'asseoir comme un metteur en scène poussant le dernier acteur sur scène. On a fait la conversation pendant un moment. Le travail? Le temps qu'il fait. Des nouvelles d'un cousin dont je me souvenais à peine. Et pendant un instant, j'ai pensé que ce ne serait peut-être pas si terrible. Puis les blagues ont commencé. Hugo s'est lancé dans une histoire à propos d'un collègue qui avait essayé de lancer une petite affaire à côté. Le mec se prenait pour le prochain Xavier Niel, il a ri, a gagné 3 francs 6 sous et s'est autoproclamé entrepreneur. Tout le monde a gloussé. Ma mère a ri le plus fort. Chloé a même essuyé une fausse larme. Je n'ai rien dit, mais Hugo m'a regardé droit dans les yeux comme s'il voulait voir si j'allais mordre à l'hameçon. T'as déjà essayé un truc comme ça, Léa? J'ai entendu dire que tu touchais un peu à la tech. J'ai haussé les épaules. Un peu. Il a eu un sourire narquois. Tu devrais parler à un type que je connais. Il donne des cours de code à des lycéens. Un boulot plutôt correct pour ceux qui n'arrivent pas à percer dans les vrais boulots de développeurs. Chloé a ri. Ouch, Hugo. Mais elle ne m'a pas défendu. Elle a juste siroté son vin. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Rien. Pas même un frémissement. Alors j'ai souri. Ça a l'air d'un super plan de secours pour quelqu'un comme toi. Son sourire narquois a vacillé, mais il a fait comme si de rien n'était. Non, non, moi ça va. Je suis dans la finance. Tu sais, le monde réel. Mon père a gloussé. On aurait bien besoin d'un peu plus de sa part ici. Ça m'a blessé. Ça n'aurait pas dû, mais c'est le cas. Je l'avais aidé à installer une application de gestion de budget l'année dernière. J'avais littéralement automatisé la moitié de ses finances. Mais bien sûr, Hugo, monsieur le financier, était le vrai de vrai. Je suis restée silencieuse pour le reste du repas. Je les ai laissés se prélasser dans leur petite chambre d'éco-suffisante. Mais à l'intérieur, mon esprit tournait. Je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Quelque chose que Hugo ne voulait certainement pas qu'il sache. Parce que plus tôt cette semaine-là, par pure intuition, je l'avais googlé. Juste une de ces pressentiments que je ne pouvais ignorer. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, disons simplement que sa définition de la « finance » était un peu plus flexible que la plupart. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai attendu. Je les ai laissés parler. Et puis, juste après le dessert, Hugo a de nouveau ouvert la bouche, et c'est là que tout a basculé, mais j'y viendrai. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes assis à une table et que tout le monde rit de quelque chose, mais ce n'est pas drôle pour vous, pas même de loin. Ce n'est pas seulement que vous ne comprenez pas la blague, c'est que vous êtes la blague et tout le monde le sait et ça ne les dérange pas. C'était moi, assise là, à picorer un morceau de roast-beef sec pendant que Hugo tenait pratiquement la cour comme s'il était un conférencier en motivation animant un TED Talk familial, et il buvait ses paroles. Chloé était suspendue à chacun de ses mots comme s'il lisait des conseils boursiers venus tout droit du ciel. Mon père se penchait en avant chaque fois que Hugo parlait, hochant la tête comme un jouet. Et ma mère, elle avait ce regard vitreux qu'elle réservait autrefois aux épouses de médecins du golfe du coin. Je suis restée assise là, principalement silencieuse, regardant la scène se dérouler comme une spectatrice de ma propre humiliation. Bref, dit Hugo en se tapotant le ventre et en poussant son assiette en avant comme un roi satisfait. Notre société lance un nouveau fonds algorithmique le trimestre prochain. Un truc vraiment de pointe. Vous n'imagineriez pas la quantité de travail de back-end que j'ai dû superviser. Du travail de back-end, demandai-je doucement, en faisant tourner ma fourchette entre mes doigts. Il me jeta un coup d'œil. Ouais, modèle quantitatif, analyse prédictive, des trucs de nerfs de la finance, tu vois. Il gloussa comme s'il venait de raconter une bonne blague. Oh, bien sûr, dis-je. Ça a l'air complexe. Ça l'est, dit-il. Tu as déjà pensé à te lancer dans de vraies affaires? Ou le rêve, c'est toujours de coder en pyjama et de boire du Red Bull à 2 heures du matin? Chloé a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Hugo,
Arrête, dit-elle, même si elle ne voulait clairement pas qu'il s'arrête. Léa a toujours été plus du genre projet-passion. Ma mère n'a pas ri cette fois. Elle m'a lancé le regard, ce regard de mère aux lèvres pincées, passif-agressif, qui pouvait vider l'air d'une pièce. Léa, dit-elle, on en a déjà parlé. Il faut laisser les gens te taquiner parfois. C'est comme ça qu'on tisse des liens. J'ai cligné des yeux. Taquiner ou rabaisser? Son ton s'est durci. Ne fais pas de scène. Et voilà. La phrase que j'avais entendue 1000 fois en grandissant. Ne fais pas de scène. Traduction, ne nous fais pas passer pour des nuls. Ne nous mets pas mal à l'aise. Ne brise pas l'illusion. Je me suis adossée à ma chaise. Je ne savais pas que se faire moquer à dîner comptait comme un rapprochement. Hugo a haussé un sourcil. C'est pour rire, meuf. Pas la peine de te mettre sur la défensive. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste fixé assez longtemps pour que son sourire confiant vacille une fraction de seconde. Puis mon père a brisé la tension. Bon. Passons à autre chose. Léa, tu fais quelque chose d'intéressant en ce moment? Je savais qu'il ne s'en souciait pas vraiment. C'était une bouée de sauvetage déguisée en conversation de salon, une façon de neutraliser le moment. Je travaille sur quelques projets, dis-je vaguement. Je reste occupé. Hugo a encore reniflé, son réglage par défaut, apparemment. Quel genre de projet? Ou c'est top secret? Je l'ai regardé. Il n'a pas scié. Il essayait de m'humilier à nouveau. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère a soupiré bruyamment comme si j'étais le problème. Léa, s'il te plaît, dit-elle de cette voix de professeur déçu. On peut ne pas faire ça ce soir? Tu rends les choses gênantes. Je me suis figée. Tous les yeux se sont tournés vers moi. C'est moi qui rendais les choses gênantes. Pas Hugo, qui me provoquait sans arrêt. Pas Chloé, qui gloussait à chaque pic comme si c'était une soirée stand-up. Moi. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Quelque chose de familier, de lourd et d'amer. Le même sentiment que j'avais au lycée quand Chloé piquait une crise pour une bêtise qu'elle avait faite et que j'étais punie pour ne pas avoir été la plus mature. Le même sentiment que j'ai eu quand j'ai obtenu une bourse complète pour une école à 3 régions de là et que ma mère a dit, tu changeras d'avis, ma chérie. Tu ne veux pas quitter ta famille, n'est-ce pas? Comme si j'étais égoïste de vouloir ma propre vie. J'ai serré la mâchoire. Bien sûr, dis-je sèchement. Ne rendons pas les choses gênantes. La conversation a repris. Ils ont plaisanté sur des amis communs, des vacances, le chien de certains voisins. J'ai déconnecté de la plupart. J'écoutais à peine, hochant la tête quand c'était nécessaire, sirotant mon eau, gardant mon expression neutre. Mais à l'intérieur, la tempête montait. Parce que ce n'était pas juste un ou deux commentaires. C'était des années de mépris silencieux enveloppés dans de faux sourires et des rires forcés qui remontaient à la surface. C'était chaque fois que j'avais été ignorée, rejetée, qu'on m'avait dit d'être plus silencieuse, plus petite, plus agréable. Et maintenant, il y avait un nouveau Golden Boy brillant à table. Un qui pouvait dire tout ce qu'il voulait tant qu'il avait l'air bien en le faisant. Puis le moment est arrivé. Le dessert avait été débarrassé. Un cheesecake industriel que ma mère faisait passer pour fait maison. Et le vin avait fait son effet. Mon père s'est penché en arrière avec un grognement satisfait, et Chloé faisait défiler son téléphone, montrant quelque chose à Hugo sur Instagram. Bref, dit soudainement Hugo en levant les yeux de son écran. J'ai donné une conférence la semaine dernière sur la disruption de la fintech. Mon équipe travaille avec cette nouvelle boîte d'analyse prédictive, Fluinoff, ou un truc du genre. Une toute petite boîte de développement. Presque personne n'en a entendu parler. Ils ont une bonne technologie, cependant. On va probablement racheter leur plateforme purement et simplement dans quelques mois. J'ai posé mon verre lentement. Fluinoff, demandai-je. D'une voix calme, égale. Ouais, dit Hugo. T'en as entendu parler? Un peu, dis-je. Quelle est ton implication exactement? Il a souri. Je suis en quelque sorte le type qui parle, tu sais, la vitrine.
Je finalise les accords. Je m'assure que les chiffres correspondent. Certains des cadres n'aiment pas travailler directement avec les gens du code. Ça devient trop technique. Les gens du code, répétai-je d'un ton neutre. Ouais, dit-il, ne saisissant clairement pas le ton. Sans vouloir t'offenser, mais ces gars-là n'ont pas vraiment l'esprit d'entreprise. Brillants à leur manière, bien sûr, mais pas faits pour la table des grands. La table des grands, fis-je écho, et je pouvais sentir le poids de tous les yeux sur moi maintenant. Chloé regardait avec un sourire nerveux. Mon père avait l'air perplexe. Ma mère fronçait les sourcils. Hugo a continué. Bref, on va probablement intégrer leurs outils dans notre infrastructure et peut-être embaucher quelques-uns de leurs développeurs s'ils peuvent suivre le rythme. C'est gagnant-gagnant. Je n'ai rien dit pendant un instant. J'ai juste lentement glissé la main dans ma poche et sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? Demanda ma mère sèchement, son ton déjà accusateur. Je l'ai ignoré, j'ai ouvert mes emails, j'ai fait défiler un moment, j'ai trouvé celui que je cherchais. Fluinoff, dis-je. Cette boîte d'analyse prédictive. Celle que votre entreprise est sur le point d'acheter. Hugo haussa les sourcils. Ouais. Cool, dis-je en brandissant l'écran. Parce qu'elle m'appartient. Silence. Un silence de mort, lourd, complet. La pièce s'est figée comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Le sourire narquois de Hugo s'est transformé en confusion, puis en quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. Ma mère cligna des yeux. De quoi tu parles ? Je me suis levée lentement, sans élever la voix, sans changer de ton. Fluinoff est mon entreprise. Je l'ai créée. J'ai vendu la licence de notre produit principal à 3 fonds spéculatifs différents l'année dernière, et l'un d'eux est la société pour laquelle tu travailles. J'ai eu 3 réunions avec les directeurs de ton département. Je n'ai pas reconnu ton nom parce que tu n'étais dans aucune d'entre elles. Hugo était pâle maintenant. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Chloé avait l'air d'assister à un accident de voiture en temps réel. Mon père s'est redressé. Attends, quoi ? Je n'en ai pas parlé parce que je savais comment ça se passerait, dis-je. Je savais que personne ne me croirait. Comme chaque fois que j'ai essayé de partager quelque chose de vrai, vous avez tous traité ça comme une phase, une blague, quelque chose qui vous faisait lever les yeux au ciel. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Tu veux dire que tu possèdes une entreprise de technologie ? Depuis quand ? Je l'ai regardé. Depuis 3 ans. Tu n'as jamais rien dit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je l'avais fait ? Demandai-je. Vous vous êtes fait votre opinion il y a longtemps. Hugo se leva à son tour. Son énergie confiante remplacée par quelque chose de nerveux et de mal à l'aise. Écoute, meuf, je savais pas, d'accord ? Je sais, coupai-je. Parce que si tu l'avais su, tu n'aurais pas dit la moitié des choses que tu as dites ce soir. Tu n'aurais probablement rien dit du tout. Il jeta un coup d'œil à Chloé comme si elle était censée le sauver. Elle fixait juste la table. J'ai regardé une dernière fois la pièce, les gens qui étaient censés être ma famille. Il y a un genre de silence particulier qui s'installe quand les gens réalisent que la version de vous qu'ils ont construite dans leur tête ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas le calme de la réflexion ou du regret. C'est l'immobilité stupéfaite et béante de l'ego qui se reconfigure en temps réel. C'est ce que j'ai vu à cette table. La mâchoire de Hugo s'est crispée. Ma mère clignait des yeux comme si on l'avait débranchée et qu'elle redémarrait. Chloé me regardait avec un étrange cocktail de confusion, de gêne et de quelque chose qui frisait dangereusement la honte. Et mon père, il s'est juste adossé comme un homme qui regarde sa maison penchée sur ses fondations. Et moi, j'étais là, debout, le téléphone à la main, le pouls battant, le cœur tambourinant, non pas par fierté, ni même par vengeance, mais à cause d'années de mots refoulés qui éclataient enfin. De l'épuisement pur et simple d'avoir joué la petite pour des gens qui n'avaient jamais pensé une seule fois à demander ce que je construisais quand je disparaissais dans ma chambre pendant des heures. Ils ne voyaient qu'une fille avec un ordinateur portable, jamais une femme avec un plan. J'aurais pu tout laisser tomber à ce moment-là. J'aurais pu aller droit à la gorge,
expliquait en détail à quel point Hugo ignorait tout, comment son entreprise nous avait fait des offres au rabais pendant des semaines, comment il n'avait même pas été dans les boucles de réunion. Mais je ne l'ai pas fait, parce que quelque chose en moi, peut-être le dernier éclat de la fille qui avait autrefois essayé de plaire à tout le monde, m'a dit que ça n'en valait pas la peine. Pas maintenant. Alors à la place, je l'ai juste dit. La seule phrase qui a fait imploser la pièce. Je vends Fluineuf. L'accord est finalisé vendredi. Ma mère a eu un OK. Tu quoi? C'est en préparation depuis des mois. J'ai signé les papiers la semaine dernière. Chloé cligna des yeux. Attends, genre vendre? Vendre pour combien? Je l'ai regardé longuement. Assez. Hugo a fait un bruit étranglé. À qui? Je l'ai regardé. À une société qui n'est pas la tienne. Et puis je suis sortie. Je n'ai pas attendu le dessert. Je n'ai pas dit au revoir. Je les ai juste laissés assis dans la salle à manger comme des mannequins pris en pleine conversation. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. On pourrait penser que ce serait cathartique de partir comme ça. Et une partie de moi l'était, mais il y avait autre chose, quelque chose de plus lourd. Je n'arrêtais pas de revoir leur visage, leur silence, le poids de ces années que j'avais passées à cacher mon succès parce que je ne voulais pas être cette fille-là. La geek arrogante de la tech. La fille qui a réussi et qui est maintenant meilleure que vous. Je n'ai jamais voulu mettre quoi que ce soit sous le nez de qui que ce soit. Mais je n'avais eu aucun problème à me traîner dans la boue. Et maintenant je n'avais plus rien à leur prouver. Mais voici la vérité. Partir ne signifie pas que vous ne portez pas les bleus. Les jours qui ont suivi le dîner ont été étrangement calmes. Pas de texto, pas d'appel, pas même un « parlons-en » passif-agressif de ma mère. Je m'attendais à moitié à une tentative de culpabilisation ou à un déluge soudain de messages prétendant que rien ne s'était passé. Mais non, juste le silence, ce qui était bien au début, mais la solitude a cette façon de résonner plus fort quand elle suit une déception. Et je n'étais pas immunisée. Je n'ai pas sombré. Je ne vais pas prétendre que je me suis effondrée dans un puits de désespoir, mais je me sentais à la dérive, vide, comme si j'avais cassé un élastique qui avait été tendu trop longtemps et que je ne savais plus quoi faire du mou. Je me suis plongée dans la vente. La paperasse était brutale. Même avec des avocats et des consultants, vendre une entreprise que vous avez construite à partir de rien, c'est comme vider votre propre maison, arracher les planchers, vérifier chaque recoin, s'assurer qu'aucune poutre pourrie ne reste. Mais ça m'a donné une structure, un but, et puis le vendredi est arrivé. J'ai signé le dernier document à 10h07. J'ai reçu une notification de confirmation une minute plus tard. Et voilà, c'était fait. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable pendant un long moment. Mon compte en banque affichait un nombre qui ne semblait pas réel. Assez de zéro pour rendre mon prof d'éco du lycée fier. Assez pour changer ma vie 10 fois. Assez pour disparaître si je le voulais. Mais au lieu de célébrer, j'ai fermé l'ordinateur et je suis allé marcher. J'ai atterri dans ce petit café du centre-ville où je travaillais pendant mes études. Ils faisaient toujours le même espresso au goût de brûlé. Ils avaient toujours la même table bancale près de la fenêtre. Je suis restée assise là pendant une bonne heure, à regarder les gens passer, me demandant ce qui allait suivre. C'est à ce moment-là que le texto de Chloé est arrivé. Salut, t'es dans le coin? J'ai fixé le message, j'ai envisagé de le supprimer. Mais quelque chose en moi, la curiosité, peut-être la stupidité, a tapé en retour, ouais. Elle a envoyé une adresse. Pas la maison de nos parents, son appartement, celui où elle squattait depuis le divorce. J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai payé mon café, je me suis levée et j'y suis allée. Elle a ouvert la porte en jogging et sweat à capuche. Pas de maquillage, pas de performance, juste Chloé, la version que je n'avais pas vue depuis qu'on était enfant et qu'on partageait des céréales le matin avant l'école. Elle n'a rien dit pendant une seconde, puis doucement, tu veux entrer? J'ai hoché la tête. Son appartement était petit, en désordre, des cartons à moitié déballés dans le coin, un verre de vin oublié sur le comptoir. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur le canapé et nous nous sommes assises. Écoute, a-t-elle commencé. Je ne savais pas pour l'entreprise,
Pour rien. Je suis restée silencieuse. Elle a tripoté le cordon de son sweat. Hugo, eh bien. Tu as vu comment il est. Je pensais qu'il était ce type stable et confiant après le divorce. Je voulais quelqu'un pour me comprendre. Tu sais? J'ai haussé un sourcil. Alors tu l'as amené à dîner pour le pavaner. Ses joues ont rougi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi horrible. Et je ne m'attendais pas à ce que tu lâches une bombe comme ça. Je n'avais pas prévu de le faire, dis-je honnêtement. Mais il n'arrêtait pas de pousser et personne ne l'a arrêté. Chloé a soupiré. C'est un peu notre façon de faire, hein? On joue un rôle. On sauve les apparences. On ne fait pas de vagues. J'ai hoché la tête. Ouais. Et le bateau coule depuis des années. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis, maman est en panique. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qu'elle a manqué. Elle m'a appelé hier en pleurant, en disant qu'elle t'avait laissé tomber d'une manière ou d'une autre. J'ai failli rire. C'est maintenant qu'elle s'en rend compte. Elle n'est pas douée pour dire pardon, a admis Chloé. Elle pense que si elle ignore le problème assez longtemps, il se réinitialise. Ouais, ça me dit quelque chose. Je ne te demande pas de lui pardonner, a-t-elle dit. Mais peut-être juste de lui parler. Elle ne dort plus. Papa fait comme si tout allait bien. Mais je l'ai entendu dire à l'oncle Paul, tu as mis la famille dans l'embarras. Je l'ai regardé. J'ai mis la famille dans l'embarras. Elle a hoché la tête, grimaçant. C'est l'histoire qu'il se raconte. Ouais, logique. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Elle s'est excusée à nouveau, pas de manière performative cette fois. Ça semblait réel, humain, vulnérable, et je me suis sentie m'adoucir un peu, parce que malgré tout, elle était ma sœur. Et peut-être, juste peut-être, elle commençait enfin à me voir comme plus que le punching ball de la famille. Je suis partie sans rien promettre. Je n'ai pas envoyé de texto à maman. Je n'ai pas appelé papa. Au lieu de ça, j'ai réservé un voyage. 2 semaines, pas d'ordinateur, pas de travail, pas de famille, juste moi, un chalet près de la côte normande, et beaucoup de temps vide pour comprendre ce que je voulais. Et vous savez quoi? C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai fait de la randonnée. J'ai lu des livres. J'ai cuisiné pour moi-même. Je me suis assise sur la terrasse le soir et j'ai écouté le vent. Pas de jugement, pas d'attente, juste le calme. Et lentement, morceau par morceau, quelque chose en moi a commencé à se reconstruire. Pas avec des déclarations bruyantes ou des citations Instagram. Silencieusement, en privé, j'ai commencé à penser à mes prochaines étapes. Pas pour l'argent, pas pour le prestige, mais pour moi. J'avais déjà gagné le jeu auquel ma famille ne savait même pas que je jouais. Maintenant, il était temps d'arrêter de jouer pour eux. Quand je suis revenue, j'avais un plan. Pas pour la vengeance, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, pour la liberté. Mais bien sûr, rien ne reste calme très longtemps. Parce qu'à mon retour, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un faire-part de mariage. Chloé et Hugo. Et un petit mot manuscrit de ma mère. Nous espérons que tu viendras. La famille, c'est tout. Ne laissons pas un dîner gâcher ça. J'ai dû lire ce mot 5 fois. Ne laissons pas un dîner gâcher ça. Comme si c'était un petit contretemps. Comme si c'était un moment légèrement gênant à balayer sous le tapis à côté de toutes les autres choses qu'ils avaient commodément oubliées. Je tenais le faire-part dans une main, le mot dans l'autre, et pendant une seconde, je suis juste restée là, dans mon entrée, entourée de silence. Le genre de silence qui crie. Je n'étais pas en colère. Pas immédiatement. Ce que je ressentais était plus froid, plus clair, une compréhension nette et précise que les personnes qui étaient censées me connaître le mieux ne me connaissaient toujours pas du tout. La famille, c'est tout. C'était la meilleure. Parce que si la famille était tout, peut-être aurait-il dû commencer par me traiter comme quelque chose. Je me suis assise au comptoir de la cuisine, j'ai ouvert à nouveau le faire-part et j'ai parcouru les détails. Le mariage était dans 2 mois, cérémonie dans un jardin, tenue de soirée,
dîner et danse dans un hôtel de charme à environ 1 heure de la ville. RSVP avant la fin du mois. Mon nom était écrit à la main sur l'enveloppe avec l'écriture en boucle de ma mère. Comme si cela rendait les choses plus personnelles. Comme si elle ne m'avait pas ignoré pendant des semaines après ce dîner, pour ne refaire surface que maintenant qu'il y avait des arrangements floraux et des listes d'invités à finaliser. J'ai posé le faire-part et j'ai fixé le plafond. Puis j'ai souri. Pas un grand sourire suffisant, juste un petit sourire tranquille, car pour la première fois depuis longtemps, je ressentais quelque chose de nouveau. Pas de l'amertume, pas de la tristesse, un levier. Ils me voulaient à ce mariage, désespérément. Pas parce que je leur manquais ou parce qu'ils avaient soudain eu une révélation sur la façon terrible dont ils m'avaient traité. Non, ils voulaient l'image, l'illusion. Ils voulaient pouvoir dire à leurs amis de la paroisse, « Oh oui, toute la famille était là. » Léa aussi. Ils voulaient que je joue le jeu, que je porte le tailleur, que je serre des mains, que je prétende que tout allait bien pour que leur château de cartes ne s'effondre pas. Et je n'avais aucune intention de leur donner ça. Pas gratuitement. Les jours suivants ont été productifs d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis les débuts de Flux 9. Je ne sais pas si c'était la rancune ou la clarté, mais je me réveillais chaque matin avec un but. Je ne réagissais plus seulement. J'agissais, je planifiais, je me positionnais. Étape 1, l'information. Je ne faisais pas confiance à Hugo. C'était une évidence. Mais quelque chose dans la façon dont il avait bafouillé au dîner, la façon dont il avait essayé de déformer son implication avec Flux 9, ça ne me semblait pas juste. Alors j'ai commencé à creuser. Au début, je suis resté en surface. LinkedIn, Twitter, ancien site d'entreprise, le BA. Mais Hugo était plus malin que je ne l'avais supposé au départ. Son empreinte numérique était soigneusement gérée, impeccable, organisée. Sur le papier, il avait l'air du candidat de rêve. Mais j'avais passé assez de temps dans la tech pour savoir à quel point il est facile de faire semblant quand on connaît les mots-clés à utiliser. Alors j'ai appelé un ami. Enfin, pas tant un ami qu'un ancien contact. Étienne, un expert en cybersécurité avec qui j'avais travaillé sur un projet 2 ans auparavant. Il me devait une faveur. Tu veux que je fasse une vérification d'antécédents sur un Golden Boy de la finance, dit-il, amusé. Je veux savoir à qui j'ai affaire, répondis-je. Et je veux que ce soit discret. 2 jours plus tard, il m'a envoyé un dossier. Ce n'était pas accablant. Pas au sens criminel, mais c'était révélateur. Il s'est avéré que Hugo avait changé de travail plus souvent que quiconque dans ma famille ne le réalisait. Il avait navigué entre des startups, des postes de conseil et des missions de consultant vagues qui ne semblaient jamais durer plus de 6 mois. Il avait échoué vers le haut grâce à son charme et à ses relations. La société de FinTech pour laquelle il travaillait actuellement, il n'était pas dans la haute direction. Il était commercial. Pas en stratégie, pas en analyse, juste commercial. Ce qui n'est pas louche en soi, mais ça rendait les choses qu'il avait dites au dîner beaucoup plus creuses. Plus important encore, il avait un historique de mauvais investissements. Immobilier, crypto, quelques projets de e-commerce qui n'ont jamais dépassé le lancement. Il n'était pas fauché, mais il n'était pas non plus le cadre supérieur puissant qu'il prétendait être. Cela expliquait beaucoup de choses. J'ai classé cette information pour plus tard. Étape 2, les alliés. Je ne prévoyais pas de tout faire exploser. Pas encore. Mais je voulais des options. Alors j'ai appelé Eva. Eva était mon ex. Enfin, en quelque sorte. Nous sommes sortis ensemble de manière informelle pendant les premières années de Flux 9, sommes restés amis après, et elle a toujours eu un flair aiguisé pour les gens. Plus important encore, elle avait été à ce dîner 1 an auparavant, lorsque Chloé avait amené son petit ami précédent pour tester le terrain. Eva avait vu les mêmes schémas que moi. Le charme de façade, l'ego fragile. Elle avait même prédit que cette relation ne durerait pas, et elle avait eu raison. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé avec Hugo, elle n'a pas hésité. J'en suis, a-t-elle dit. Quoi que tu aies besoin. Tu pourrais le regretter, dis-je. Je ne le regretterai pas, a-t-elle répondu. Et puis, je dois bien ça à ta sœur pour cette crise de nerfs passive-agressive qu'elle m'a faite au brunch.
C'est juste. Nous nous sommes rencontrés dans un café plus tard cette semaine-là pour élaborer une stratégie. Alors, c'est quoi le plan ? Demanda-t-elle en sirotant son latte glacé. Le démasquer à l'hôtel. Discours dramatique. Caméra cachée ? J'ai ri. Rien d'aussi spectaculaire pour l'instant. Je veux voir jusqu'où ça va. Je pense qu'il se sert de ma sœur. Peut-être pour l'argent, peut-être pour le prestige. Je ne sais pas, mais quelque chose cloche. Eva a hoché la tête. Tu penses qu'elle est au courant ? Elle est trop obsédée par l'idée de gagner pour le remarquer. Et ta mère ? J'ai eu un sourire narquois. Elle ignorera tout ce qui menace l'esthétique. Eva s'est penchée en avant. Alors donnons-leur exactement ce qu'ils veulent. Un mariage parfait et paisible avec toi au premier rang. J'ai fait une pause. Tu penses que je devrais y aller ? Je pense que tu devrais répondre oui, dit-elle. Et pendant que tu souris pour les caméras, on commence à préparer le terrain discrètement, chirurgicalement. Si Hugo cache quelque chose, on le trouvera. Et s'il ne cache rien, eh bien, on sera poli. Mais s'il cache quelque chose. Elle a laissé la phrase en suspens. J'ai hoché la tête. D'accord, dis-je. Jouons. J'ai répondu au RSVP ce soir-là, viendra accompagner. Personne ne m'a envoyé de texto pour en accuser réception, mais je savais qu'il l'avait vu. Les semaines suivantes ont été consacrées à la préparation. J'ai renoué avec des gens, parlé à des connaissances communes, me suis glissé en arrière-plan du monde numérique de Hugo et j'ai commencé à observer. Eva m'a aidé à éplucher ses réseaux sociaux et à identifier des schémas. Des incohérences étranges dans les chronologies, des dates de voyage qui ne collaient pas, des commentaires d'amis qui laissaient entrevoir des entreprises parallèles dont personne n'avait entendu parler. Puis un soir, Eva m'a envoyé un message, j'ai trouvé quelque chose. J'ai cliqué sur le lien qu'elle avait envoyé. C'était un fil de discussion sur un forum de finance de niche enfoui sous des couches de brouillard SO. Et dedans, Hugo, postant sous un pseudonyme, mais pas assez intelligemment. Il faisait la promotion d'une sorte d'outil d'investissement basé sur la crypto, à moitié cuit, plein de mots à la mode, et clairement pas légal. Le fil de discussion était plein de signaux d'alarme, de promesses de rendement garanti, de tactiques agressives, et de quelques messages d'utilisateurs floués affirmant qu'ils n'avaient jamais revu leur argent. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était définitivement de la fumée, et la fumée signifiait un feu. J'ai envoyé le fil de discussion à Étienne. 2 jours plus tard, il l'a confirmé. Hugo avait discrètement enregistré une société écran il y a 6 mois. Il y injectait de l'argent depuis des comptes personnels et probablement d'amis et de la famille, leur promettant probablement un gros retour sur un produit inexistant. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était une question de protection. Ma sœur allait se marier avec un homme qui pourrait être en train d'escroquer les gens de leurs économies. Et elle n'en avait aucune idée. Mes parents organisaient un mariage qui pourrait être suivi de poursuites judiciaires, de collecteurs de dettes, ou pire. Et personne n'avait le courage de le voir, sauf moi. Alors j'ai fait un choix. Je n'arrêterai pas le mariage. Pas encore. Mais je serai prête. Parce que le jour où il me demanderait de sourire pour les caméras, je sourirai avec tout en place. Le jour du mariage est arrivé comme le dernier acte d'une pièce que tout le monde avait répétée mais ne comprenait pas tout à fait. Le lieu était exactement ce à quoi je m'attendais, d'une extravagance de bon goût. Orchidées blanches enroulées autour des arches, cartons d'invitation bordés d'or remis aux invités par des cousins adolescents en costume raide. Un trio de jazz jouait doucement près de l'entrée du jardin pendant que les gens se promenaient avec des flûtes de champagne. Leur conversation aussi superficielle que l'étang à carpe-coï décoratif près de la table du buffet. Je suis arrivée dans une voiture de location gris anthracite mat, élégante, sobre, professionnelle. Eva est sortie à côté de moi, portant une robe vert profond qui a fait se figer au moins 3 des amis de ma mère en pleine phrase. Elle a passé son bras sous le mien et a murmuré « Tu es prête ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé à travers le jardin où Hugo serrait des mains et affichait son sourire répété. Où ma mère donnait des instructions de dernière minute à l'organisatrice de mariage comme un général coordonnant un front de bataille.
Ou Chloé, magnifique dans une robe ivoire en dentelle, maquillage impeccable, ce sourire signature de reine de beauté, se tenait au milieu de tout cela comme une poupée de porcelaine que personne n'osait toucher. Puis j'ai hoché la tête. Ouais, finissons. La cérémonie devait commencer à 16h, juste au moment où le soleil serait assez bas pour que tout paraisse doré sur les photos. Tout le monde était sur son 31, et pour la plupart, ils y parvenaient. Je reconnaissais quelques visages, de vieux voisins, des amis de la famille, quelques parents éloignés qui ne se montraient que pour la nourriture gratuite et les ragots. Je suis resté à distance avant la cérémonie, me mêlant aux autres, sirotant un verre d'eau tout en observant Hugo. Il était en mode politicien. Charmant, rieur, se vantant juste assez pour que les gens se sentent spéciaux sans rien révéler de substantiel. Si on ne le connaissait pas, on aurait pu le prendre pour le marié du siècle. Mais je savais à quoi m'en tenir. Eva aussi. Elle m'a donné un coup de coude vers 15h30. Il travaille toujours la salle. Tu es sûr qu'on attend après? Oui, dis-je. Laissons l'illusion s'achever. Nous avons pris nos places près de l'avant, deuxième rangée derrière la famille immédiate. Ma mère m'a repéré et m'a fait un sourire cassant. Papa a hoché la tête avec raideur. Chloé ne m'a pas regardé une seule fois en descendant l'allée, la main serrée sur un bouquet, les yeux rivés sur l'autel. J'ai remarqué la tension dans sa mâchoire, pas de la nervosité, de la retenue. Hugo, à son crédit, avait tout du marié charmant, smoking impeccable, bouton de manchette discret, cette confiance omniprésente. La cérémonie a été courte, principalement du vent, quelques larmes de ma tante, des vœux personnels un peu trop longs qui semblaient étrangement générés par une IA. Puis est venue la réception. C'était la vraie performance. Des tables dressées avec des marque-places personnalisées, une première danse chorégraphiée, le genre de menu qui mentionnait la ferme où les poulets avaient été élevés. Ma mère a porté un toast sur l'amour, la persévérance et la construction d'un avenir commun. Mon père a suivi avec un discours un peu maladroit mais sincère sur l'accueil de Hugo dans la famille. J'ai attendu. J'ai observé. Et puis, juste au moment où le dessert était servi, quand le vin s'était installé et que les invités étaient détendus et souriants, je me suis levée. Puis-je dire quelques mots, demandai-je en tapotant une cuillère contre mon verre. La salle s'est tournée. Le maître de cérémonie a hésité, a jeté un coup d'œil à ma mère, qui semblait figée sur place. Hugo a souri avec crispation. Bien sûr, ma belle. Vas-y, je me suis approchée du micro. Merci, dis-je. Je serai brève. Je voulais juste dire à quel point je suis heureuse pour ma sœur. Chloé, tu es magnifique. Je ne le dis peut-être pas assez, mais tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu, puis a hoché lentement la tête, incertaine de la direction que cela prenait. Je me suis tournée vers Hugo. Et Hugo, je dois admettre que je n'étais pas sûre de toi au début. Mais ces dernières semaines, j'ai fait quelques recherches. J'ai fouillé dans ton passé, tes investissements, tes projets parallèles. C'est très instructif. L'ambiance dans la pièce a changé, les rires se sont tus, les têtes se sont inclinées. Hugo s'est raidi. Qu'est-ce que tu... J'ai levé la main. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour tout gâcher. Je suis juste là pour dire la vérité. J'ai sorti mon téléphone, les connecté au projecteur que le lieu avait installé pour le diaporama de photos. L'écran a clignoté, et un navigateur web est apparu. J'ai ouvert un PDF intitulé « Registre de communication des investisseurs, Confiance Coin 2021 à 2023 ». Puis un autre fichier, des captures d'écran des messages de Hugo sur le forum sous son pseudonyme. Ensuite, un court clip vidéo, un enregistrement d'un pitch sur Zoom où Hugo promettait des rendements garantis à un groupe d'investisseurs crédules. Son visage, sa voix. Des halètements, le silence. J'ai laissé jouer pendant 20 secondes avant de faire une pause. Hugo dirige une petite pyramide de Ponzi depuis 2 ans, dis-je calmement. Ce n'est pas assez gros pour faire les gros titres, mais c'est assez pour ruiner des gens. Des amis, de la famille, quiconque a cru à son fantasme. Les gens se sont retournés, les visages tordus. Mon oncle a murmuré quelque chose à mon père, qui est devenu blanc comme un linge. Chloé s'est levée,
serrant son bouquet comme une arme. Léa, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que j'ai essayé de te dire, dis-je. Plus doucement maintenant. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Je voulais te prévenir plus tôt, mais il me fallait des preuves. Hugo s'est avancé vers moi. Petite. Ah, dis-je en brandissant un autre papier. J'ai déjà soumis tout ça à l'AMF. Ceci n'est qu'une simple courtoisie. 1, 2, 3 Son visage s'est vidé de sa couleur. Mais vous savez ce qui est vraiment triste? Continuai-je, face à la foule. Ce n'est pas seulement la fraude. C'est que personne dans cette famille n'a voulu croire que je pouvais avoir raison. Que je pouvais avoir de la valeur au-delà d'être la fille silencieuse. On m'a dit d'arrêter de mettre la famille dans l'embarras. D'être poli, de laisser tomber. J'ai regardé ma mère. Ses mains tremblaient autour de sa flûte de champagne. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me taire. Aujourd'hui, j'ai choisi la vérité plutôt que le confort. Et je pense que vous aviez tous besoin de le voir. Je me suis reculée du micro. Hugo était figé. Chloé avait l'air comme si on venait de lui arracher le sol sous les pieds. L'organisatrice de mariage planait au bord de la salle, pâle et nerveuse. Puis vinrent les retombées. Ma mère s'est levée. Léa, il faut qu'on parle. J'ai fini de parler, dis-je. Vous n'écoutez que quand ça vous arrange. Léa, attends, dit Chloé, sa voix se brisant. Pourquoi maintenant? Je me suis tournée vers elle. Parce que tu mérites mieux, même si tu ne pouvais pas le voir. Puis je suis sortie. Eva a suivi, ses talons claquant à côté de moi. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Elle a finalement demandé, tu te sens mieux? J'ai pris une longue inspiration. L'air était plus frais ici, plus calme. Je me sens libre. Nous sommes partis. Plus tard, j'ai appris que Hugo avait été placé en garde à vue pour interrogatoire cette même semaine. L'AMF était apparemment sur son dos depuis des mois. Ma documentation leur a juste donné la pièce finale. Chloé a fait annuler le mariage en moins d'1 mois. Mes parents sont restés silencieux pendant un certain temps, mais finalement, une carte est arrivée par la poste. Pas de mots, juste une carte, vierge à l'intérieur. Je l'ai jetée. Certaines fins n'ont pas besoin de conclusion. Certaines fins sont juste nettes, comme le clic d'une porte qui se verrouille enfin derrière vous. Et parfois, le silence est la plus grande des victoires.